une sorte de boîte à outils qui nous permettent de pouvoir répondre aux différentes difficultés que nous avons aujourd'hui. À savoir, on a une difficulté dans le cadre de notre parcours résidentiel. Lorsqu'on devient étudiant, on a des difficultés pour accéder à un logement étudiant. Lorsqu'on devient actif, des difficultés pour pouvoir se loger près de son activité. Et lorsqu'on devient un peu moins actif et un peu plus senior, on a aussi des difficultés pour pouvoir disposer d'une offre qui nous permette de se rapprocher des commodités et parfois, du coup, être contraint à rester dans un logement qui est plus adapté à ses besoins et pour y pallier, d'avoir des services à domicile qui, eux, doivent s'éloigner également. Donc, en fait, tout cela fait en sorte que ça coince à différents moments de sa vie, mais également selon les différentes bourses. Donc, j'ai envie de dire que l'idée, c'est d'avoir un logement pour toutes les bourses et tous les âges et en fonction, bien entendu, des spécificités des territoires. Car aujourd'hui, on a toujours réfléchi en termes de quotité, de pourcentage, mais pas forcément en termes de public vers lequel on doit apporter une réponse. Et c'est un peu, quelque part, l'occasion de pouvoir, maintenant que le tissu urbain s'est déroulé depuis des décennies et qu'on arrive plutôt à une solution où il va nous falloir apporter de la dentelle sur le territoire, et bien en fait de pouvoir réfléchir à comment on fait en sorte qu'un territoire qui a des besoins, selon qu'il accueille des entreprises, selon qu'il a une démographie plutôt vieillissante, et bien comment on fait pour que justement ce problème de logement, eh bien on y consacre des outils qui vont permettre d'y répondre et pas forcément d'avoir une masse de logements qui parfois peut être pas forcément compatible avec les besoins du territoire. Donc ça, c'est une première chose. Et ensuite, après, face au constat qu'on peut rencontrer, donc il y a bien entendu la hausse des emprunts qui s'ajoute à la hausse des matériaux, qui s'ajoute à la hausse de la réglementation et parfois, du coup, mettre en difficulté tous les acteurs du logement, qu'ils soient d'ordre public ou privé. Comment on fait pour que justement nous disposions d'outils qui permettent de relancer la production de logements, qui jusqu'à présent a toujours été présente, mais toujours en deçà des objectifs. Et donc qui forcément tend encore plus la demande et font en sorte qu'on est assez éloigné de ce qu'il nous faudrait pour répondre, j'ai envie de dire, à l'enjeu premier qui est d'abord d'avoir un toit pour ensuite pouvoir s'épanouir sur un territoire. Donc voilà un petit peu le but de ce rapport, avec une échéance qui est plutôt de se dire d'avoir déjà des premières choses qui vont pouvoir être vues dans les prochaines semaines, mais surtout avoir vraiment une feuille de route prête pour le début de l'année 2024, et ensuite avec des applications concrètes qui nous permettront d'avoir une solution pérenne dans le temps et pas forcément par à-coup. Car aujourd'hui, ce qui fait les défauts, c'est qu'un coup ça va, un coup ça va pas. Mais on réfléchit jamais à savoir comment on fait pour qu'on aborde les différentes problématiques du logement qu'on peut avoir tout au long d'une étape dans sa vie. Voilà un petit peu cela. Puis après, une fois qu'on vous aura laissé la parole, on pourra débuter l'échange. Et puis surtout, que vous soyez force de proposition pour que ce rapport soit le plus fructueux possible et surtout efficace. Bien, écoutez, merci en tout cas de nous recevoir, et j'ai bien noté qu'on donnera une contribution écrite par la suite, peut-être en fonction des échanges ou des pistes de réflexion qu'on peut avoir. Donc UNIS, c'est un syndicat professionnel qui relève du logement privé. 5 métiers, les gestionnaires de copropriété, les administrateurs de biens, les transactionnaires, les experts immobiliers, les promoteurs rénovateurs. Voilà. Voilà, c'est important. Je ne sais pas comment vous voulez que l'entretien se passe. Il y a des questions. Voilà, je sais pas, voilà. Est-ce que peut-être des propos introductifs qui peuvent être peut-être aussi un tour de table. Qui est qui? Donc moi, je suis la présidente du syndicat actuellement. Voilà, et je suis administrateur de biens à Saint-Ouen et à Saint-Denis, et je connais bien Monsieur Peu, puisque je suis du 93. Voilà.
Alors Loïc Quentin, monsieur le rapporteur, bonjour. Messieurs, ravi de pouvoir intervenir donc, dans le cadre de cette audition. Bien évidemment, comme l'UNIS, on remettra finalement une contribution écrite sur l'ensemble des questions, puisque autant elles sont nombreuses et amènent aussi un fort développement. Je vous présente la FNIM, donc une organisation qui est née en 1946, donc qui fêtera prochainement ses 80 ans. C'est un syndicat professionnel, une fédération de chambres syndicales représentée sur tous les territoires, et départements et régions, et forte de 14 métiers donc liés à l'immobilier, la construction, les copropriétés, administrateurs de biens, agences immobilières, diagnostiqueurs, expertise, spécialités, affaires rurales, forestières et autres, sur l'ensemble du territoire. Un réseau maillé de aujourd'hui 7000 adhérents et 10 000 entreprises sur l'ensemble de la France. En propos liminaire, puisque je vais réagir, je dirais donner un propos introductif pour que l'on puisse... Alors, je suis accompagné d'un président adjoint qui est Jérôme de Champsavin, président adjoint de la FNIM. En propos liminaire, sur notamment votre développement, vous avez raison. Je pense que de souligner qu'aujourd'hui, la politique du logement, je dirais, pose question pour l'ensemble des Français, confrontés aujourd'hui à une crise majeure, sévère, brutale, et notamment sous tous ses aspects. Je pense qu'elle est certainement la conjonction de plusieurs facteurs, de plusieurs événements. Et d'abord, le premier révélateur et détonateur a été la hausse subite des taux d'intérêt qui a été violente. Ceux-ci ont été multipliés par 4 en 18 mois, bientôt multipliés par 5 prochainement, qui compromettent largement la capacité d'emprunt des ménages, qui compromettent aussi certains ménages à ne plus accéder à la propriété, à rester locataires, finalement encombrer ou du moins ne pas libérer un parc locatif qui pourrait être offert à d'autres classes de la société, notamment des jeunes cadres mutés, en attente de logement, des jeunes cadres arrivant sur le marché du travail, de jeunes étudiants et une catégorie de population qui a difficulté à se loger. Donc c'est bien toute la chaîne logement qui est impactée, et même aussi le logement social dans toutes ses composantes. Je dirais qu'aujourd'hui, la crise, elle est à la fois conjoncturelle, parce qu'impactée par ces taux d'intérêt, sur lesquels nous sommes laissés vivre et porter depuis 2009, soit depuis 14 ans, et avec une baisse des taux d'intérêt régulière qui a finalement alimenté une hausse des prix. Et aujourd'hui, nous sommes confrontés à une hausse des taux d'intérêt qui a strictement l'effet inverse et qui contribue à provoquer une baisse des prix et une baisse des volumes. Somme toute, les volumes, l'immobilier n'est pas en danger. On va avoir une réduction des volumes. On va tomber à 900, 950 000. Ce n'est pas catastrophique. Il y a encore quelques années, nous étions à 800, 850 000. Mais c'est plutôt, je dirais, le coup d'alerte qui est donné et un arrêt brutal sur une dynamique que l'on connaissait. Aussi, c'est une crise structurelle. Structurelle parce qu'on peut se poser la question si nous savons encore construire du logement en France. Si nous savons maîtriser finalement le coût de construction et toute l'équation et toutes les composantes du parcours de la réalisation d'un logement. C'est finalement, je crois que si on a des secteurs dans lesquels la France a failli ces 40 dernières années, c'est l'industrie et le logement. Et le logement, l'industrie, elle est délocalisée. Mais le logement, il y est in situ. Et ce logement, pourtant, nous avons tous les paramètres et toutes les composantes qui permettent de contribuer à construire des logements en France. Premier chef, le foncier. Nous ne savons pas effectivement le maîtriser. La réglementation, elle est chez nous. Les entreprises sont chez nous. Nous maîtrisons la fiscalité, le financement. Nous avons donc en main toutes les cartes pour pouvoir permettre un logement qui devrait être de moins en moins cher, alors que c'est l'inverse qui se propose. C'est là toute l'interrogation qu'il faut porter. Et je crois que c'est un échec de toutes ces politiques qui, d'ailleurs, je pense que les stratégies et les politiques et les campagnes présidentielles, au moins les 3 dernières, n'ont jamais considéré que le logement était une question essentielle pour l'avenir des Français. Aujourd'hui, l'objectif et l'impératif, il est brutal. Il est impactant pour tous les Français et qui met l'ensemble, je dirais, de l'écosystème et le monde politique face à une urgence, confronté à une exigence de devoir repenser la politique du logement. Alors il est vrai on vit une période historique. Une période historique parce que l'ensemble de la classe politique est mobilisée. Toute tendance sur cette question. Il n'y a qu'un intervenant qui n'est pas mobilisé pour la question du logement. C'est Monsieur le Président de la République. Et je crois qu'au plus haut sommet de l'État, s'il n'y a pas de prise de conscience, nous n'avancerons pas. En tant que syndicat professionnel, nous n'avons de cesse finalement de rappeler
de faire des propositions. Nous ne sommes pas entendus sur tous les aspects de la politique du logement, que ce soit sur le plan de la rénovation énergétique, sur l'amélioration effectivement de ce cadencement, sur le financement de l'immobilier, sur l'aide aux ménages. Nous faisons des propositions, des observations. Nous avons été des contributeurs, je dirais comme tant d'autres, au niveau du CNR. Nous n'avons pas été entendus. Ce CNR n'a été productif, je dirais, il n'a eu aucune issue pour l'instant. Et aujourd'hui, c'est une grande déception des syndicats professionnels et l'ensemble des professionnels de l'immobilier que je représente de ne pas avoir été entendus et de continuer à ne pas l'être. Donc c'est en quelque sorte un cri de cœur. Je crois qu'on a été aussi mobilisés. Aujourd'hui, il y a une alliance pour le logement qui s'est constituée, partant de la FPI, de la FFB, de l'UNIS, la FNIM, l'USH, les bailleurs sociaux. Je crois que c'est tout un ensemble d'un écosystème qui a pris conscience de l'urgence à réagir. Et d'ailleurs, la mission que vous êtes chargée de poursuivre et d'assurer en est le bel exemple. Et dans tous les cas, mais je dirais une mission de plus et aussi tant d'auditions pour arriver à si peu de résultats aujourd'hui. On est d'accord. L'objectif d'ailleurs de... Bien sûr. C'est bien entendu de pouvoir être non seulement force de proposition, Et d'avancer. mais ensuite sur nous force de concrétisation. Tout à fait. Peut-être, donc je suis accompagnée de Géraud Delvolvé, qui est le délégué général de notre... Voilà, qui est le délégué général de notre structure. On partage ce qui vient d'être dit sur la crise de l'offre, sur la crise de la demande, on construit moins, les taux d'intérêt augmentent, et la question de la rénovation pèse sur la copropriété, puisqu'au départ, on veut faire des économies, et c'est normal aux locataires, puisqu'ils payent les factures. Donc on se retourne naturellement sur le bailleur, à qui on dit il faut faire des travaux, sinon vous ne pouvez plus louer. Et comme le bailleur, 60% du locatif privé est en copropriété, ça se reporte sur la copropriété. On a inversé les calendriers aussi, c'est-à-dire qu'on a imaginé un plan pluriannuel de travaux avec un DPE bâtiment, en l'inversant d'ailleurs, mais le calendrier est en amont pour le bailleur. Lui, il a des objectifs à atteindre de performance énergétique, sinon il ne peut plus louer. Je voudrais aussi, en propos introductif, dire qu'on est un peu déçu sur le fait que la politique du logement ne soit pas une priorité nationale. Ça, c'est vraiment quelque chose que... On veut dire aussi, sans faire de politique, qu'il nous semble qu'il manque une vision d'ensemble synthétique. Et que aujourd'hui, la gestion du logement dépend du statut du propriétaire. Alors, il y a le statut du propriétaire, c'est du logement social, c'est du logement privé, c'est du logement intermédiaire, c'est du logement du 1% logement, alors que les objectifs devraient être les mêmes, c'est-à-dire c'est un logement de qualité à loyer abordable. Ce qui fait que la politique publique, elle est cloisonnée. On parle de logements sociaux, on parle de privé, etc., d'accession sociale maîtrisée, d'accession libre, de loyer libre. Bref, c'est compliqué, alors que pour nous, la politique publique devrait être guidée par un nouveau paradigme qui serait de ne pas considérer le statut du bailleur, le statut du propriétaire, je veux dire, mais plutôt de considérer le loyer de sortie. Déjà, si on considère le loyer de sortie, plutôt que de se dire, bon, ben, il y a une catégorie, j'ai un statut de propriétaire social, privé, etc., ça serait peut-être aussi intéressant. Et puis surtout, il faudrait qu'il y ait une vision commune sur les objectifs. Alors je sais que le gouvernement, avec M. Vergrit, parle, et bien sûr vous serez dans cette phase-là, parle de décentralisation du logement avec une boîte à outils, avec des moyens, je ne sais pas d'où viennent les moyens, mais en tout cas des obligations aussi. Donc la notion de décentralisation peut être quelque chose d'intéressant, mais encore faut-il qu'on ait une vision commune sur les objectifs, qu'on ait une vision commune sur la volumétrie souhaitée, et puis aussi sur la typologie du logement de demain. On est dans des difficultés où il faut effectivement rénover, parce qu'il y a le calendrier qui nous l'impose, parce que la situation écologique nous l'impose. Mais les calendriers se bousculent et on n'y arrive pas. Et vous avez posé un certain nombre de questions où on n'est pas forcément concerné par le logement social, mais par le logement privé, bien sûr, on est concerné. Justement, pour revenir sur ce questionnaire, vous n'êtes pas concerné. Mais comme vous l'avez dit, on a eu l'habitude de travailler en silo
Et c'est bien de pouvoir avoir une vision sur tout ce qui peut être posé comme question à vos différents interlocuteurs. Et on peut avoir on peut avoir aussi, voilà, on peut avoir effectivement des idées, même quand on parle de prêts d'accession, etc., pour le logement social. Voilà, donc c'est important. On dit, bon, bah, tiens, oui, on va faire confiance aux institutionnels pour régler la question du logement. Parce que si vous n'avez plus de crédit pour les primo-accédants, qui ne peuvent pas, s'ils ont 1 000 euros de loyer, ils ne peuvent pas avoir 1 000 euros de crédit, ces primo-accédants, ils ne vont pas sortir du logement dans lequel ils sont. S'ils ne sortent pas du logement dans lequel ils sont, il n'y a plus de turnover. D'ailleurs, c'est un petit peu ce qui se passe. S'il n'y a pas de possibilité de financement des travaux de rénovation, il n'y a pas de rénovation. S'il n'y a pas de rénovation, il y a de la bouilloire thermique ou de la bouilloire de la passoire thermique qui part en vente. Bon, si c'est quelqu'un qui y habite, après tout, pourquoi pas. Mais en tout cas, ça enlève, ça assèche la location. Donc on est vraiment dans des difficultés de raisonnement sur le sujet. Alors je ne sais pas comment vous voulez que l'on travaille, si vous voulez qu'on passe les questions. Moi, j'ai simplement un souci, et on le partage avec aussi la FNAIM, c'est qu'il y a 2 millions de personnes en France qui attendent un logement social. Le logement social, c'est vraiment, voilà, c'est un peu la vision idéale qu'on peut avoir. Le problème, c'est que sur les 12,8 millions de locataires, il y a 5 millions de logements sociaux. Il y a 70% des locataires qui sont éligibles au logement social. Et donc, comme il n'y a pas assez de logements sociaux, ça veut dire qu'il y a 3 millions de logements du parc privé qui sont habités par des locataires qui devraient être, qui pourraient être dans le parc social, et en même temps, il y en a 2 millions qui attendent. Donc, ils sont aussi en train d'occuper soit des mauvais logements sur la qualité, hein, j'entends, soit alors ils sont dans du parc privé. C'est pour ça que le bailleur privé, le propriétaire privé, qui à la fois est celui vers lequel il peut y avoir une solution de rénovation, ou malheureusement une solution d'interdiction, et la difficulté qu'il y a dans le formalisme des assemblées générales, des copropriétés, parce qu'il est plutôt en copropriété. Si on arrive à résoudre ce problème-là, on aura peut-être résolu une partie du problème. Et donc, le bailleur privé, il ne faut pas en avoir peur. D'abord, il est capable de faire du logement intermédiaire. Il faut qu'on s'entende sur la terminologie du logement intermédiaire. Le logement intermédiaire, vu du bailleur privé, c'est entre le loyer social et le secteur libre. Si on lui donne sa chance en matière de fiscalité pour faire, tout au long de l'exploitation d'un bien, un loyer abordable, en dessous du secteur libre, mais à la condition qu'il y ait une fiscalité intéressante, par exemple l'amortissement comptable de son bien tout au long de l'exploitation, que le logement soit ancien ou neuf. Et le logement ancien, c'est compliqué parce que c'est 80% du parc aujourd'hui, le logement ancien. On dit qu'il n'y a pas assez de construction, ce qui est vrai, neuve, mais la difficulté dans la rénovation, c'est le logement ancien. Et ce bailleur privé peut être une solution si on lui donne une fiscalité intéressante. Aujourd'hui, ce bailleur privé, il n'est pas forcément reconnu. On parle des institutionnels, on parle des bailleurs sociaux. Certes, là aussi, il y a la solution. Les bailleurs institutionnels représentent 5% du parc privé en France. Donc les 95%, c'est des bailleurs privés particuliers. Le particulier, il a 1-2 logements, hein, grosso modo. Et donc, il faut lui donner une fiscalité intéressante. Parce que si vous ne lui donnez pas une fiscalité intéressante, un amortissement comptable qui ne coûte pas grand-chose, franchement, à l'État, eh bien, il ne va pas rénover, ou il ne va plus pouvoir louer. Et donc, on n'aura pas réglé la question. Donc, une fiscalité intéressante, à la condition qu'il loue, qu'il fasse des locations résidentielles de longue durée, et que le loyer soit en dessous du marché. Et si c'est en dessous du marché, eh bien, le locataire sera content. Le bailleur privé, il va payer moins d'impôts, certes, mais il pourra peut-être avoir une capacité d'autofinancement pour faire ces fameux travaux de rénovation dont on parle. Donc, ce bailleur privé, s'il vous plaît, il faut absolument le préserver parce qu'il est une partie de la solution. Le deuxième problème, c'est évidemment le financement des travaux de rénovation. MaPrimeRénov' n'y est pas encore complètement. Bon, mais là, il y a des pistes de réflexion peut-être qui seront encore données. Je ne veux pas non plus monopoliser la question. Mais vous voyez, c'est ça le plus. C'est à la fois changer de paradigme, partir du loyer de sortie, faire un peu abstraction du statut du propriétaire, et pour le bailleur privé, vraiment lui donner un intérêt à louer du résidentiel de longue durée.
Sur le parc locatif privé, si vous voulez, de façon générale, sans rentrer dans le détail de mon statut du bailleur privé, la FNIM l'avait proposé depuis 2004. C'est une vieille proposition que nous avions tenue via une stratégie d'amortissement. Mais en somme toute, je dirais ce qui est important, c'est aujourd'hui, quel que soit le système fiscal qui pourrait être envisagé, c'est surtout de restaurer la confiance, une confiance perdue chez les propriétaires bailleurs et les investisseurs. Et aujourd'hui, cette confiance, elle est largement effritée par notamment plusieurs impacts fiscaux qui viennent s'opposer notamment à l'allocation par des propriétaires. Le Pinel prendra fin. C'était le seul système fiscal intéressant qui permettait à des bailleurs finalement de rester dans ce cadre locatif. Mais aujourd'hui, être propriétaire d'un appartement et le louer, c'est quand même un exercice compliqué. Aujourd'hui, la fiscalité du bailleur, c'est le taux de marginal d'imposition supérieur à 45%, la CSG-CRDS de 17,1%, ce qui fait 62,1% en totalité. Quand on a ça également, si on dépasse les 1 400 000 € de patrimoine, on est soumis à l'impôt sur la fortune immobilière. Ce que je dis, il est aujourd'hui plus pénalisant d'avoir un appartement que d'avoir une œuvre d'art ou des voitures de collection dans son garage. Il faut choisir ce que l'on préfère. En même temps, avoir de l'immobilier, c'est être soumis à ce taux marginal d'imposition le plus élevé quand les produits financiers sont soumis à la flat tax au taux de 30%. Où est l'égalité fiscale dans ce pays? L'immobilier, par ailleurs, bien finalement, a toutes les contraintes par rapport aux autres secteurs qui sont déréglementés. Je pense au secteur Airbnb, où on a toutes les largesses, on se dispense de rénovation énergétique, on peut louer sans DPE. Et il y a aussi, en plus de cela, toute une fraction importante de propriétaires qui se dispensent de passer par un intermédiaire que nous sommes. Nous ne faisons plus que 30% du marché, ou 35%. 65% du parc est non intermédiaire. Mais à chaque fois qu'on légifère, on tape sur le professionnel qui assure l'intermédiation et qui est respectueux et qui est vertueux dans l'application et l'exercice de son métier. Le permis de louer, il s'applique aux professionnels. Encore une contrainte de plus. Et que dire de tous les diagnostics qu'il faut effectivement adosser lorsqu'on conclut un contrat de location dont se dispensent nombreux propriétaires. J'ai loué à Paris, mon propriétaire n'a annexé aucun des diagnostics obligatoires. Mais la demande est telle qu'on se plie, puis finalement on se fait à cette pratique. Mais eux, ils ne sont jamais contrôlés. Alors je crois qu'il y a quelque chose qu'il faut peut-être inverser, c'est que la réglementation, elle est pour tous, elle doit s'appliquer pour tous les bailleurs en France. Et surtout, il n'y a pas de régime d'exception dans ce cadre-là. Mais restaurer la confiance des bailleurs, il faut quand même, au moment où les étudiants ont été confrontés à une rentrée difficile, ne sont pas trouvé de logement, exposés à des prix importants. C'est vrai que le meublé, Paris, 11,4% de meublé il y a 12 ans et 23,8% de meublé à Paris 12 ans après. C'est dire l'importance de ces développements et finalement d'une partie totale qui s'exonère de ces règles de droit ou qui va vers des évasions fiscales plus intéressantes et avec beaucoup moins de contraintes. Mais la restauration du bailleur, la confiance du bailleur aussi, c'est par notamment un rendement qui, en plus, et là aussi les taux d'intérêt ont été déflagrateurs, ont été un détonateur dans cette perte de confiance. Comment aujourd'hui un investisseur peut se positionner sur du placement immobilier quand les taux de rendement dégagés sont aujourd'hui inférieurs aux taux d'intérêt bancaire auxquels il a accès. Donc même si les intérêts sont déductibles des revenus fonciers, ça ne suffit pas. Aujourd'hui, le placement immobilier n'a plus les vertus qu'il possédait aujourd'hui. Alors, comment restaurer cette confiance? Statut, amortissement, peu importe, statut du bailleur privé, il faut restaurer une confiance et évoluer. Alors, la loi de finances, nous ne savons pas ce qu'il en adviendra, mais aujourd'hui, on est confronté justement à cette difficulté d'avoir aussi un État qui ne peut répondre notamment et puis qui ne peut accompagner le financement de ce secteur en raison d'un quoi qu'il en coûte. Désormais, il n'en coûtera rien. Il n'en coûtera rien pour l'État. On a bien compris effectivement le message et il faut trouver notamment des moyens pour en sortir. Alors les moyens, on avait fait, nous les FNE, une proposition intéressante quand on n'a plus de recettes et qu'on a une difficulté budgétaire. Vous savez, en 1992, il y avait une crise immobilière importante et en 1994, c'est Édouard Balladur qui a fait une proposition. Vous achetez un appartement neuf, vous serez exonéré de droits de succession au moment de la transmission. Une solution. C'est finalement de l'avertissement, de la fiscalité différée. On a fait une proposition toute simple, c'est investissez aujourd'hui et défiscalisez demain. Permettez à un Français, pour le redonner confiance dans l'investissement locatif, il investit aujourd'hui, et peut-être à échéance de 12 ans ou 15 ans, quand il prend sa retraite,
il a un placement locatif sur lequel il tire des revenus locatifs exonérés d'impôt sur le revenu. C'est une façon aussi de régler un complément de retraite. Ce serait novateur dans notre pays. Et d'ailleurs, une solution qui nous irait beaucoup mieux, plutôt que de laisser place à une éventuelle possibilité d'institutionnaliser la détention du parc locatif privé en France et de conduire à une financiarisation accrue de la détention de celui-ci, ce qui serait la pire des catastrophes. On a un parc privé qui est composé de propriétaires, 7 200 000 logements, avec une vertu, et les Français sont habitués à cette pierre. Il ne faut pas démembrer, il ne faut pas casser cette machine, il faut au contraire l'accompagner, et nous en avons besoin parce que le parc locatif privé assure la mobilité résidentielle de nombreux ménages. Alors, j'ai relevé, je ne peux pas m'empêcher, je serai peut-être un petit peu long, mais de parler du parc social. Je ne parlerai pas, comme vous avez l'habitude souvent d'entendre, je serai un peu plus sévère sur le parc social, alors que d'autres ne le sont pas. Le parc social, en réalité, il faut un parc social. Je dirais une composante du logement, il faut un parc social locatif fort, un parc privé et un parc accession. Et accompagner tous les Français. Le parc locatif social, autrefois, il assurait la mobilité résidentielle des Français. On était locataire du parc social, on devenait locataire du parc privé où on accédait à la propriété et le parcours résidentiel était assuré. L'accession à la propriété aujourd'hui est en phase de paupérisation. Il y a de moins en moins de propriétaires et ce phénomène va s'accentuer, va se développer et s'aggraver dans les années à venir et avec une vitesse très rapide. Pourquoi ? Parce que aussi, il y a l'inversion de la courbe des âges et de la pyramide des âges avec des inactifs qui viendront supérieurs aux actifs et notamment ce qui crée un déséquilibre par rapport à la détention du patrimoine. Mais sur le logement social. D'abord, quand on parle production du neuf, moi je suis un observateur immobilier, je suis pour l'équité fiscale, je suis pour l'égalité totale de traitement de tous les acteurs. Je dénonce ce système depuis 15 ans. Quand on est promoteur privé, dans une ville, une agglomération, que l'on veut construire, pour pouvoir faire du logement social, nombre de maires et d'élus, notamment, amènent une contrainte, y compris, qui figure dans leur règlement d'urbanisme, dans leur PLH, d'imposer un prix de vente du logement construit par un promoteur privé, vente obligatoire à un bailleur social choisi par la collectivité elle-même. La FNE m'a fait une proposition lors du CNR d'interdire cette pratique. Parce que qu'est-ce qui se passe ? Aujourd'hui, je suis moi dans une ville comme Nantes. À Paris, c'est 4 200 € du mètre carré, vente à bailleur social. À Nantes, c'est 2 400 €. Et les promoteurs vendent 7 à 8 000. C'est-à-dire qu'ils compensent la perte et la réduction. Et ils vendent à perte. Nous sommes dans un pays de droit. La vente à perte est illégale. Est-ce qu'il faut un jour assigner l'État devant la Cour européenne de justice pour mettre fin à ces pratiques ? C'est une question que je pose. Parce que le problème, il est là. Si on veut faire baisser le coût du logement en France, faire baisser le coût de l'accession à la propriété, commençons par appliquer, notamment faire baisser le prix du logement en accession à la propriété aux Français dans la construction neuve et évitons cette contrainte financière qui grève le prix finalement d'une contrainte budgétaire et qui est totalement contraire à la réalité des prix du marché. Je crois que c'est important. Vous savez, moi je suis pour le soutien du logement social et je pense que l'ensemble, notamment des dispositifs de soutien au secteur social sont nombreux. Exonération d'impôt société, bonification des taux d'intérêt, accompagnement par les collectivités, TVA généralisée à 5,5 en cas de livraison à soi-même, exonération de la CVAE, exonération de taxe foncière sur la propriété bâtie. Je crois que, je ne dirais pas que la coupe est pleine. Et récemment, Monsieur le ministre du Logement à Nantes annonce 1,2 milliard pour soutenir les bailleurs. Alors si on parle dans le cas pour soutenir le secteur social, le secteur privé ne demande rien, mais un peu d'équité, un peu de logique, un peu de pragmatique. Et je dirais même mettre fin à un courant qui est aujourd'hui, qui n'est la seule ressource du pouvoir politique en matière de logement. Et j'entendais encore Madame Christine Lagarde s'exprimer sur Le Monde en disant l'autre fois, dans l'interview au Monde, finalement, pour faire face à la crise de logement, il faut renforcer la construction de logements sociaux. Non, il faut renforcer la construction de logements tout court pour le parc social et le parc privé. Sur la construction de logements, en termes d'objectifs, ça figure dans votre liste. Comment pouvons-nous nous en sortir aujourd'hui quand nous avons des discours discordants ? J'étais au congrès HLM la semaine dernière. La déléguée générale de l'USH fixe les besoins en logements sociaux à 520 000 logements. L'État les affiche à 250 000. Mettons-nous d'abord d'accord sur les objectifs à atteindre, les territorialiser et les impacter. Et comment on va parvenir, pour qui, pour quel type de typologie et quelle sociologie finalement d'habitants. Voilà quelques points essentiels.
qui me paraissent importants dans les questions posées sur la partie locative, la partie production. Il y a d'autres aspects que je pourrais développer, mais je vais laisser la parole à ma consoeur Danielle. On pourrait quand même déjà tirer enseignement de la politique actuelle, tout simplement. Est-ce que, par exemple, l'encadrement des loyers, est-ce que vraiment l'encadrement des loyers, est-ce que ça n'a pas raté sa cible? Parce que les plus modestes, ils sont toujours mal logés. En plus, c'est complètement indépendant aujourd'hui de la politique énergétique, puisque dans l'encadrement des loyers, on ne tient pas compte de l'éthique énergétique. Sur l'augmentation des prix du neuf, il y a des obligations légales. Ça impose à chaque opération un quota. Bon, pourquoi pas? Est-ce que ça fonctionne ou pas? Sur l'agenda de la rénovation énergétique, il y a une attrition forte de l'allocation de l'offre locative durable. Donc comment est-ce qu'on va faire? Est-ce que ça va pouvoir être compensé par une production neuve, si elle était réactivée? Est-ce que le zonage fonctionne? Nous, on pense que le zonage, il faut absolument arrêter le zonage dans les zones tendues, parce que ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné. Etc., etc. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas déjà faire un bilan de ce qu'on a mis en place, voilà, de faire un arrêt sur image et se dire ça a marché, ça n'a pas marché. Voilà. Et puis, il ne faut pas oublier quelque chose. Il y a une question sur l'accession à la propriété. Quand un propriétaire achète, il achète pour quoi? Il achète pour sa retraite. Souvent, l'individu, il achète pour sa retraite. Il y a beaucoup de bailleurs. Alors évidemment, je représente le public bailleur, le public propriétaire, occupant, propriétaire, bailleur. Il achète, il investit en prévision de sa retraite. Soit parce qu'il va y habiter, et après ça pose la question de zones touristiques, par exemple, il y a des retraités qui partent en zone touristique, voilà, pourquoi pas. Soit il va vendre ce qu'il a acheté pour pouvoir acquérir un meilleur logement, ou bien alors carrément que qu'il profite de sa retraite. Donc ça, il ne faut pas oublier que l'achat d'un bien immobilier est motivé essentiellement par la perspective de la retraite. Peut-être quelque chose qu'on oublie, c'est dans l'ADN du Français. On aspire à un logement, on a un parcours résidentiel. D'ailleurs, il y a beaucoup de politiques de parcours résidentiel. Et donc ça, il ne faut pas l'oublier. Sur la question de la vision, de la volumétrie, moi je commençais par ça. Et la première question que vous posez sur l'échelon des politiques, la décentralisation, etc. Peut-être que l'échelon, c'est effectivement le PCI. C'est possible que ça soit ça. Il y a énormément de dispositifs, d'outils d'urbanisme, il y a énormément de documents de programmation. Il faudrait déjà que les documents soient cohérents entre eux, qu'il y ait un certain nombre de visions sur le logement, et pas que ça, sur les zones d'activité, les zones économiques, le logement, l'habitat, l'emploi, qu'est-ce qu'on en fait. Donc c'est aussi ça quelque chose. Et comme c'est un petit peu dilué, c'est-à-dire que chacun s'occupe, l'État s'occupe d'une partie, les collectivités d'une autre partie, le permis de construire aujourd'hui, il est quand même au niveau des maires, voilà, alors que les PLUI sont plutôt au niveau de l'EPCI. Sur les schémas directeurs des régions qui sont actuellement plus ou moins en révision vont regarder la politique foncière, la politique de logement, les logements pour les salariés, puisqu'il y a des bassins d'emploi. Aujourd'hui, on s'aperçoit que le chef d'entreprise, c'est aussi un demandeur de logement parce qu'il a besoin de recruter. Et pour recruter, il faut que ça soit faisable pour qu'un salarié puisse accepter une mobilité et puisse avoir un logement pour pouvoir exercer son activité. Donc tout ça, c'est un peu compliqué. Donc sur la question qui était importante, qui est une question sur le niveau de la gouvernance, nous, il nous semble important de dire, c'est peut-être, il y a quand même un mélange entre les EPCI, les départements, les métropoles aussi. Hein, il y a des endroits où il y a les métropoles, la région, et donc peut-être que ça dépend d'une politique qui est liée au territoire. C'est pour ça que la décentralisation nous intéresse. Nous, on est plutôt dans le technique, on n'est pas dans la politique. Mais la décentralisation nous intéresse, mais il y a le triptyque déplacement, enfin transport, on va dire, logement et emploi. Et ça, il faut que ça soit absolument préservé. Et il faut qu'il y ait une efficacité aussi du foncier, puisque le foncier, avec le ZAN,
il va y avoir des difficultés pour pouvoir construire, pour pouvoir peut-être déconstruire, pour pouvoir aussi assurer la réversibilité immobilière s'il y avait trop de bureaux par rapport à un manque de logement. Tout ça, c'est ça. C'est finalement ces documents, ces SCOT, ces PLUI. Il faut qu'il y ait une cohérence et il faut qu'on se mette d'accord sur les objectifs. Je ne sais pas du tout si on peut y arriver parce que c'est des échelons politiques différents, c'est des régions qui ont des situations économiques différentes. Mais en tout cas, pour nous, c'est important parce que si déjà on est d'accord sur les objectifs à atteindre, on devrait pouvoir s'en sortir. Sur la question de la gouvernance, pardon. Question de la gouvernance, il est vrai que c'est un débat aujourd'hui qui arrive sur la table puisque le ministre du Logement a fait part de son souhait de pouvoir décentraliser la politique du logement. Avons-nous vraiment besoin de décentraliser la politique du logement ? Daniel parlait tout à l'heure des déplacements. Je me souviens qu'une loi assez récente, qui remonte à 23 ans, la loi du 13 décembre 2000, la loi SRU, qui devait s'appeler au départ UHT, Urbanisme, Habitat, Transport, pour ceux qui s'en rappellent, qui faisait un peu longue conservation d'ailleurs, a été transformée en loi SRU, mais a mis en place un certain nombre d'outils, finalement à disposition du maire et des élus, et principalement à consacrer une compétence à l'établissement public de coopération intercommunale, qu'elle soit comité de communes, comité d'agglomération ou comité urbaine, en lui donnant la compétence habitat. Cette compétence habitat, elle repose aussi sur différents outils, que ce soit le PLU, l'ancien POS, le PLH, couronné notamment aussi et encadré par un SCOT, et j'aurais divers outils, et aussi des outils d'intervention foncière pour pouvoir conduire à bien la politique et accompagner des politiques de l'habitat. Alors moi, je vais être un peu plus sévère et plus critique en tant que observateur, parce que quand on regarde le droit d'urbanisme dans sa définition antérieure, avant que le PLU soit promulgué, le Code de l'urbanisme précisait que le plan d'occupation des sols, le PLU, doit fixer de façon suffisante les espaces fonciers nécessaires à répondre de la croissance du territoire, de la démographie, de son attractivité, l'évolution des zones de commerce, de santé, les infrastructures, et notamment le tout fixé et conforme à un plan d'aménagement et de développement durable. On écrivait ça il y a 25 ans. Qu'avons-nous fait de ces textes ? Avons-nous mis en place les espaces fonciers nécessaires alors qu'on avait tous les outils pour le faire ? La loi SRU prévoyait notamment de lutter contre l'étalement urbain et de reconcentrer et de reconstruire la ville sur elle-même. Qu'avons-nous fait pendant cet intervalle, pendant les 23 années qui se sont écoulées ? Les aires urbaines ont été multipliées dans les grandes agglomérations par 3. L'étalement urbain, finalement, n'a eu de cesse et n'a pas pu être freiné. Et aujourd'hui, on se réveille avec un dispositif ZAN, parce qu'on se rend compte que les erreurs du passé nous ont permis effectivement d'artificialiser des sols, alors que nous avions moyen de lutter contre en ouvrant des espaces à l'urbanisation, dispositions que nous n'avons pas saisies ou que les élus de France n'ont pas saisies. Je suis un peu critique, et notamment pour permettre de loger les ménages au plus près de leur domicile, dans cette vocation de raccourcir le parcours résidentiel des Français. Et aujourd'hui, on veut contracter cette disposition. Alors oui, bien évidemment, décentraliser la politique du logement, je l'entends bien. Mais je l'entends bien, moi, avec beaucoup de bémols. Parce que, en réalité, il ne faut certainement pas refaire ce que nous avons fait par le passé. Tous les outils dont je viens de vous citer restent exclusivement entre les mains des élus. À quel moment on regarde l'application d'un PLU et son impact notamment sur l'évolution des marchés de l'habitat? Jamais. Il a été établi, le PLU, il est là pendant 7 ans, les marchés sont livrés à eux-mêmes et à aucun moment on n'évalue les politiques publiques. Nous, les FNM, on a fait une proposition dans le cadre du CNR. Et au moins tous les ans, qu'il puisse y avoir une évaluation des politiques publiques en concertation avec le PCI, l'ensemble, je dirais que ce soit les notaires, les syndics, les architectes, les constructeurs, l'ensemble d'écosystèmes de production de logement pour pouvoir définir si ces politiques sont au rendez-vous et si les mesures mises en œuvre sont efficaces. Parce que c'est au moins un dispositif d'évaluation nécessaire. Alors la décentralisation, elle fait peur un peu aussi. Vous savez, aujourd'hui, quand on voit que certains élus utilisent abusivement le permis de louer dans des territoires, alors que celui-ci devrait être bien utilisé par de nombreux maires, mais celui-ci devrait être circonscrit à un périmètre bien défini de logements d'habitat insalubre ou soumis effectivement à une fréquentation importante de marchands de sommeil,
Certains maires vont jusqu'à zoner tout leur territoire de leur commune pour imposer un permis de louer. On est confronté de façon régulière à ce dispositif. Et encore au début, ce permis de louer a été monnayé. Il ne l'est plus, mais on ne veut pas, nous professionnels, être confrontés à des abus et des dérives de cet ordre-là. Donc la décentralisation, je pense, de la totalité de la politique du logement, à notre avis, on a une vision extrêmement réservée. Par contre, je dirais, accentuer l'intervention de l'élu sur l'orientation et la conduite, notamment l'accompagnement de la politique du logement avec une évaluation de façon régulière et voir si ces objectifs sont atteints, on éviterait des problèmes qu'on voit dans le Pays Basque, notamment dans la région de Biarritz, avec notamment une attrition totale du parc locatif à destination des jeunes travailleurs, une prédominance de la location meublée et finalement des excès en tout genre. Voilà. On n'a pas non plus d'observation de l'habitat affine en dehors de chiffres comme vous connaissez dans tous les territoires. Mais une observation de l'habitat aussi, ça demande un consensus et une participation et un échange avec tous les acteurs de la société civile. Et comme vous nous auditionnez là, je pense que les élus de toutes les villes de France auraient intérêt à se rapprocher du monde professionnel et travailler ensemble dans l'intérêt, je pense, des Français et avoir une véritable assise pour conduire une politique du logement délocalisée. Peut-être pour continuer sur la question là, qui était intéressante, parce qu'actuellement, on a quand même une crise, donc il y a un ralentissement du marché, bien évidemment, avec des conséquences sur les finances publiques, qu'elles soient d'ailleurs nationales ou locales. On a une baisse de la construction, donc il y a une baisse de recettes de la TVA. On a une baisse des mutations, donc on a une baisse des recettes des droits de mutation. On a l'encadrement des loyers, le plafonnement, il y a quand même eu l'IRL, ça veut dire qu'il y a moins de revenus fonciers pour les propriétaires. Pour le propriétaire occupant, on aurait quand même pu imaginer qu'on pouvait maintenir la réduction des droits de mutation dans le neuf, voire les supprimer pour les primo-accédants dans le neuf et dans l'ancien, peut-être pendant une période limitée. Je pense que ça pourrait désengorger les problèmes. Pour le bailleur, le propriétaire bailleur, on en a parlé tout à l'heure, c'est l'investissement locatif avec l'amortissement. Je ne vais pas revenir dessus, parce qu'aujourd'hui, tout le monde est perdant. Il y a les propriétaires dont l'actif immobilier se déprécie et qui ne peuvent pas revendre leurs biens pour éventuellement en racheter un autre par rapport à leurs nouveaux besoins, parce qu'il y a une recomposition. Il y a quand même aussi l'aspect démographique qu'il faut regarder. Il y a une perte de pouvoir d'achat immobilier. Il y a les bailleurs. Les bailleurs, le rendement, il est quand même très faible. Ce ne sont pas des rentiers, ce n'est pas vrai. Il y a les locataires, les ménages, les étudiants qui sont bloqués dans leur logement, qui ne trouvent pas de location en adéquation avec leur lieu de travail ou leur lieu d'études. Il y a les jeunes dont l'entrée dans l'accession est littéralement décalée, voire l'espoir n'est plus là. Et puis il y a l'État et les collectivités locales dont les recettes baissent alors que les charges se maintiennent, voire augmentent. Donc du coup, il faut absolument inciter à cet investissement locatif. C'est un bénéfice pour les finances, parce qu'il y a plus d'investissement, il y aura plus de recettes. Ça correspond à un besoin de logement, et puis ça répond aussi au marché de l'emploi. Puis si accessoirement on peut rénover, ça aussi permettra d'avoir les travaux amènent du chiffre d'affaires, notamment pour les professionnels. Et puis paradoxalement, l'État n'a plus de budget, et en même temps, on entend partout que l'épargne des ménages atteint un record. Donc du coup, il faut absolument qu'on mobilise l'épargne de ces ménages, quand tous les ménages n'en ont pas, mais au moins ceux qui en ont mobilisé, peut-être l'aiguiller sur les travaux de rénovation. Et puis, parce qu'autrement, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on veut que ce patrimoine immobilier aille ailleurs, aille à l'étranger? Non, bien entendu, on ne le veut pas. On ne veut pas que ça se passe comme la Grèce, par exemple. Autrement, sur d'autres questions qui étaient intéressantes, enfin, sont toutes intéressantes les questions. Sur le soutien à l'accession à la propriété, vous nous demandez si le prêt à taux zéro est un dispositif clé. Quel est le bilan qu'on dresse de ce dispositif? Eh bien, nous pensons que les modifications annoncées ne vont pas avoir d'effet. Bien sûr, ils vont avoir un effet, mais l'effet, malheureusement, sera marginal, parce qu'il y avait 28% des accédants qui avaient bénéficié de ce prêt à taux zéro dans les décennies passées, et puis il y avait 50% des primo-accédants dans le neuf. Donc, du coup, là, on pense que la cible, pareil, est pas... va pas forcément être bonne, et pour que le PTZ produise ses effets, il faut que ce PTZ soit
sans zonage et partout en France. Et puis, il faut absolument qu'il y ait une augmentation du plafond des ressources, ou que ça soit un peu plus ouvert pour voir, et puis se dire c'est une durée limitée, puis on va voir ce que ça va donner. Mais là, je crois qu'il y a des travaux du CNH qui vont peut-être aller dans ce sens-là. Donc, je ne suis pas... je ne suis pas trop au courant de ce qui peut se passer. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, je reviens toujours sur une politique, sur la gouvernance. Et Loïc, tu l'as dit aussi, vraiment dans les schémas directeurs, dans les schémas de cohérence qui existent à tous les échelons dont on parle, il faut absolument qu'on fixe des objectifs chiffrés, mais qui soient chiffrés, puis après qu'on regarde si on a atteint ce chiffrage pour chaque forme de logement, que ce soit du logement social, du logement intermédiaire, du logement à prix maîtrisé, de l'accession à la propriété. Parce que ce logement, c'est en fonction d'une cible, en fonction d'un habitat, et puis que ça soit inscrit dans les orientations réglementaires. C'est très important. C'est vrai que sur les PLUI, ils existent, ils sont rédigés des fois un peu au forceps, en fonction des territoires, mais après on se dit, est-ce que ça a été respecté? Est-ce qu'on n'a pas plutôt eu de l'urbanisme négocié plutôt que de l'urbanisme tel qu'il a été écrit et décidé dans la vision politique de chacun. Donc là, il y a sûrement quelque chose aussi à regarder et s'entourer aussi des professionnels. Quand il y a des programmes qui sont, ou des documents qui sont rédigés, les professionnels peuvent avoir leur vision ou leur expertise sur le sujet. Or, des fois, ça se fait un peu en vase clos. Je ne dis pas que ça se fait partout en vase clos, mais des fois, les professionnels ne sont pas forcément associés autour de la table. Je voudrais revenir de façon plus globale sur notamment votre occupation d'avoir quelle politique du logement en France. Moi, je pense qu'il est toujours intéressant de regarder dans le rétroviseur, voir d'où on vient, où on en est, où est-ce qu'on veut aller. Parce que finalement, aujourd'hui, c'est d'avoir une vision globale et prospective. Quelle feuille de route on va donner à la politique du logement en France? Et je pense que le moment, il est propice, il est opportun pour réfléchir ensemble et ne pas refaire les erreurs du passé. Alors les erreurs du passé, quand je parcours la politique du logement depuis 1985, les grands événements, 1982, loi Quillot, qui intervient sur le secteur locatif, 1985, peur de l'investisseur, et on donne un avantage fiscal pour la première fois à travers une loi de finances, au travers de la loi du 23 décembre 86, loi Ménery, et on donne une réduction d'impôt pour la première fois à un investisseur qui achète pour louer. Le mécanisme va durer et durera jusqu'en fin 2024, va durer 38 ans. 38 ans de politique ininterrompue, d'accompagnement d'un investisseur déjà propriétaire de son logement, parce qu'il s'engage à louer. Ça, c'est l'expression la plus totale de l'inefficacité des politiques du logement et de n'avoir eu d'autre alternative que de reconduire un même dispositif sous forme de réduction, déduction d'impôts. La seule chose qui changeait, c'était une loi éponyme du ministre en place. Et c'est ça la réalité. Entre-temps, qu'avons-nous retenu finalement d'une politique d'accession et d'aide aux ménages qui voudraient accéder à la propriété? On a partagé un petit moment, on a pu déduire les intérêts d'emprunt, on a introduit le prêt à taux zéro, on a balayé les anciens dispositifs, les PAP, les prêts PAP, les prêts conventionnés, les prêts immobiliers que nous connaissions, la location-accession. On a balayé tout ce qui avait fait notamment la réussite de notre pays, et notamment pour laisser subsister que ce dispositif. Sur le Pinel, oui, il a permis de soutenir la construction de logements neufs en France. Le Pinel, dans sa version, avant qu'il soit revu et réaménagé au 1er janvier 2022, un Pinel, c'était la réalité, c'était ça où permettait à un Français d'investir 21% de son logement dans les limites de 300 000 euros, déduire 63 000 euros de réduction, avoir 63 000 euros de réduction d'impôt, ce qui lui permettait en réalité d'acheter un appartement à 237 000 euros pour un prix de base de 300 000. Mais un ménage accédant à la propriété, il l'achetait 300 000. L'équité n'était pas assurée. Et lui, il était pénalisé parce qu'il ne pouvait pas, il n'avait aucun dispositif de soutien, mais on a favorisé l'investissement locatif, lequel investisseur, au bout de la période de défiscalisation, vient revendre. Il ne faut plus reproduire ce genre de dispositif. Oui, il faut soutenir la construction par des incitations quand elle a besoin, mais ne pas s'inscrire dans des positions éphémères et de longue durée, et notamment qui compromettent et qui déséquilibrent le marché. Moi, j'ai connu un marché de l'immobilier, quand la promotion neuve était vendue, on avait 80% d'accédants à la propriété et 20% d'investisseurs locatifs. Dès qu'on a eu la promulgation de ce genre de dispositif, on a inversé la règle, 80% d'investisseurs et 20% d'accédants à la propriété, et que dis-je, des fois c'est 100% d'investisseurs.
Et là, il faut restaurer effectivement cette stratégie, parce qu'il est fondamental de permettre l'accession à la propriété de l'ensemble des ménages, parce que je crois que l'échéance de la vie, c'est la retraite, c'est la fin de vie, et quand on n'a pas de toit sur la tête qu'au moment de la retraite, à venir, dans les échéances à venir, ça sera très difficile pour de nombreux concitoyens. Donc, devenir propriétaire n'est pas un vilain mot, n'est pas un gros mot. Devenir propriétaire, c'est un statut auquel devraient pouvoir accéder de nombreux Français. Alors pour le faire, c'est vrai que je dirais que quelle vision politique du logement? Entre ce qui s'est passé hier, si on regarde la France des années 80 et la France des années 2020, tout a changé. Et tout a changé parce que notre société se transforme, elle se déforme même dans toutes ses composantes. Ce qui est caractéristique sur le marché du logement, c'est qu'il y a une mosaïque de territoires et aucun marché immobilier n'est identique. Ce qui peut comprendre qu'on puisse avoir une délocalisation de partie des politiques du logement. Mais en réalité, qu'est-ce qui se passe? On le voit, on a une période de croissance, les 30 glorieuses, création d'emplois, et aujourd'hui, on est plus confronté à une inversion des tendances, notamment sociales dans notre pays, et avoir une inversion entre la courbe des actifs et des inactifs. Et c'est flagrant. On a mesuré ça, nous, avec nos services économiques, dans les territoires. Moi, je suis de Nantes. À Nantes, vous avez, pour un actif, vous avez 0,31 inactifs. Dans une commune de Vendée, j'ai oublié, Jars-sur-Mer, vous avez 3,31 inactifs pour un actif. C'est ça l'inversion. Le déplacement des populations et le renversement de la forme de la ville. Et ça, ce sont des impacts, je dirais, qui vont notamment être décisifs, et notamment sur la forme de la ville de demain et comment l'aménager et comment l'accompagner. C'est-à-dire que les besoins en logement d'hier ne sont pas, les besoins en logement de demain ne sont pas là où ils étaient hier. Il faut faire de l'anticipation. Et pour moi, une vision de politique du logement, c'est se projeter sur un long terme. C'est bien justement regarder dans le rétroviseur, faire le bilan des expériences passées, savoir où nous en sommes. Et le moment, il est opportun. C'est le moment où il faut penser les politiques du logement pour les 20 années prochaines. Alors c'est vrai, si on en est déjà à avoir une discorde sur le nombre de logements qu'il faut construire, la feuille de route, elle est longue, mais simplement c'est l'intention et la volonté des partis qui permettra d'y aboutir. Merci. Je vais me tourner vers Lionel. Tu as peut-être des questions? Ah oui, pardon. Président. Bon, alors, déjà merci pour vos interventions. C'est très riche. Beaucoup de sujets ont été abordés. Je voudrais peut-être revenir sur faire le lien entre centralisation, décentralisation et justement le passé pour construire l'avenir. Je pars du principe qu'on a fait de la décentralisation, mais qu'on est sur un système complètement hybride. C'est-à-dire qu'on n'est ni un système centralisé ni décentralisé, d'ailleurs, en termes de logement, parce qu'on a quand même une grosse partie de la politique logement qui est portée par les bras armés de l'État, ou voire des systèmes paritaires, tels qu'Action Logement ou autres. Donc c'est vrai qu'il y a une répartition qui est assez forte. Et certainement qu'elle n'a pas été complètement au rendez-vous, en tout cas, des besoins et des attentes pour construire l'avenir. Ensuite, j'ai une petite question où je n'ai pas dû très bien comprendre entre le début et la fin. Parce qu'au début, j'ai cru comprendre que vous étiez plutôt favorable à un statut de l'investisseur privé, enfin voilà, des objets de défiscalisation pour relancer l'investissement donc des particuliers, comme quoi ce n'était pas un tabou. Je peux partager, en effet, qu'on peut trouver des solutions pour justement trouver sur de la location intermédiaire, d'ailleurs, vous l'avez précisé. Mais j'ai cru comprendre que vous étiez assez critique aussi des outils de fiscalisation qui ont été mis en place ces 38 dernières années. Et alors justement, parce que ma question au départ, c'était de savoir, pour vous, sur les dernières décennies, qu'est-ce qui a été positif, ce sur quoi, effectivement, on peut estimer qu'il faut se baser. On a quand même, je pense,
nombre de logements assez important dans notre pays, pas assez, mais assez important. On a des logements globalement de qualité, mais on en a beaucoup qui ne le sont pas aussi. Mais on a quand même fait depuis, je dirais, la fin de la guerre, beaucoup d'aménagements. On est quand même monté. Bon, il suffit de repenser ou de réimaginer les logements des arrière-grands-parents ou nos grands-parents pour voir qu'il y a quand même eu beaucoup de choses qui ont été faites. Et je pense que tout ça, c'est lié à des politiques publiques qui ont été menées. Et je ne pense pas qu'il faille les balayer comme ça globalement, parce qu'on a une situation compliquée où, je suis d'accord, il faut qu'on repense structurellement à ce qu'on veut faire demain, une nouvelle politique du logement. Mais au-delà donc des difficultés ou des échecs qu'il y a eu, il y a quand même eu certainement des points positifs. Donc je voulais revenir un peu là-dessus, savoir pour vous, qu'est-ce qui est important de garder, de maintenir dans la définition d'une nouvelle politique logement pour les années à venir. La question, elle est longue, elle est intéressante. Qu'est-ce qu'il faut garder ? Moi, je vais être extrêmement dur. C'est qu'aujourd'hui, les 40 ans, on a balayé tout ce qui marchait. C'est vrai. Je prends un exemple. Le système de financement des prêts à l'accession à la propriété ou des prêts conventionnés, qui rendait les ménages éligibles à l'APL, leur permettant d'accéder à la propriété. On l'a balayé d'un coup d'un trait. Quelque chose qui n'existe plus et qui fonctionnait parfaitement. C'est un dispositif qui a été petit à petit supprimé. Qu'est-ce qu'on voit au fur et à mesure des années ? C'est que finalement, la politique du logement se résume à très souvent une ligne budgétaire au travers des lois de finances successives. C'est pas ça la politique du logement. La politique du logement, elle doit être autre chose. Moi, j'ai l'avantage d'avoir commencé à vendre de l'immobilier il y a très longtemps, en 1978, mais j'ai connu des marchés immobiliers équilibrés, des marchés immobiliers qui fonctionnaient sans intervention excessive de l'État ou des collectivités. Un marché qui s'autorégulait. Et comment ça fonctionnait ? Mais il y avait aussi, finalement, une forme d'accompagnement et peu d'interventionnisme de l'État. C'est vrai qu'il y avait une population importante, mais la démographie, elle était tout aussi importante il y a 5 ans qu'à l'époque, en 1980 ou avant. Mais on prend par exemple le statut du bailleur. Le statut du bailleur, déjà, quand un bailleur louait, il avait un abattement forfaitaire qui était sur ses recettes locatives brutes de 35%, qui est passé à 30, à 25, à 20, à 15, à 12, à 8, à 6 et à 0. Voilà les lois de finances. Pendant ce temps-là, eh bien, finalement, on déshabille un statut. Parallèlement, je mets une couche d'IGF, après l'ISF, que je transforme en IFI, je maintiens l'immobilier dans l'IFI, j'exonère les autres, et je renvoie des signaux. Et je rajoute des couches. Ce n'est pas la réglementation, et finalement, je considère que le marché est de plus en plus compliqué, ce qui m'amène à hyper-réglementer, surréglementer, imposer de nouvelles contraintes, de nouveaux diagnostics, de nouvelles obligations. Voilà, bon, nous, professionnels, on accompagne ce mouvement. Mais finalement, petit à petit, on a déconstruit tout un système qui fonctionnait. On a perdu cet accompagnement d'accession à la propriété, on a défait un statut du bailleur. Alors, le statut du bailleur privé, amortissement ou pas amortissement, déduction forfaitaire, c'est la même chose. C'est une déduction sur une recette qui permet à un propriétaire de faire face à des dépenses et un renouvellement. Mais on avait aussi des belles choses. Je me souviens, à un moment, l'Agence nationale de l'amélioration de l'habitat. On avait un système qui était fabuleux. On avait une taxe de droit de bail de 2,5% qui était payée par le locataire et le propriétaire payait une taxe additionnelle de 3,5% sur les logements avant 1948. Ça alimentait l'ANA. Personne n'y voyait rien à redire. Et finalement, d'un coup, on le supprime. On supprime le fichier de suivi des locataires et on supprime notamment des subventions pour rénover, restaurer de l'habitat ancien qui permettait de bénéficier de subventions. Je crois bien que ces recettes, on en aurait bien besoin aujourd'hui dans le cadre de cette rénovation énergétique. Parce que la rénovation énergétique, il ne faut pas se leurrer. C'est la diagonale du vide. Là où il y a plus de logements FSG, c'est là où les territoires sont les plus oubliés. Et comment on va rénover énergétiquement des logements quand le prix est 1 500 €, quand il faut faire 750 € de travaux pour rénover des logements qui ont été laissés à l'abandon et aussi par les politiques publiques depuis de nombreuses années. Donc, voilà il y a des choses qui fonctionnaient, qui ont été abandonnées, des choses qui ont été oubliées. La location-accession, c'était un excellent dispositif.
Alors aujourd'hui, on invente des trucs, le bail réel est solidaire, on va être innovant, mais on ne sait même pas faire le bilan, et on ne connaît même pas notre histoire, et d'avoir déjà des outils et des mécanismes qui marchaient. Faisons le bilan de tout ça, c'est le moment. Et nos anciens peuvent le dire. Je crois qu'il y avait aussi, à un moment, on a eu par exemple le crédit foncier dans sa grandeur. À un moment, il a accordé aussi, via l'État, il y avait une bonification des taux d'intérêt qui permettait à des ménages de devenir propriétaires. C'est le pendant du prêt à taux zéro, mais avec une enveloppe beaucoup plus large. Donc voilà, des outils, il y en a. Mais je dirais que pour répondre à votre question, Monsieur le Président, je pense que on n'a pas tellement innové dans les 40 dernières années en matière de politique du logement, à l'exception d'une hyper-réglementation, d'une surréglementation, de l'urbanisme, sur les rapports locatifs, sur les obligations des propriétaires. On a taxé plus, mais on n'a pas eu véritablement une stratégie innovante pour accompagner tout un pan d'un secteur qui est indispensable à la mise en place de logements pour les Français. Ah, pardon. Rapidement, deux questions très précises. Vous avez évoqué l'USH, 500 000 constructions par an, Bercy, 250 000. Vous, UNIS, FNAIM, est-ce que vous avez un chiffre en fonction de ce que vous voyez sur le terrain? Qu'est-ce qui, pour vous semble le plus juste? Et deuxième sujet, on parle souvent que le marché doit s'autoréguler dans les années à venir. Est-ce une réponse à la crise actuelle? Je demande le droit de sortir mon joker et de répondre ultérieurement. Non, non. Peut-être qu'il faudrait quand même... Il y a eu beaucoup de réglementations, beaucoup d'évolutions, beaucoup de contraintes, beaucoup de lois. Et peut-être qu'il serait quand même temps de faire un bilan, tout simplement. On a fait récemment un bilan sur la loi climat et résilience, les plus, les moins. Donc peut-être que sur la politique du logement, c'est important de faire un bilan déjà. Il y a des réglementations qui se sont empilées. Peut-être que déjà, si on faisait un arrêt sur image et qu'on arrête de se rajouter de la réglementation, ce serait peut-être pas mal. Et puis aujourd'hui, c'est la fiscalité finalement qui déploie ou qui redéploie l'offre. Est-ce que c'est normal ou pas? Et du coup, quand on a une difficulté en zone touristique ou en zone urbaine, eh bien, on va rajouter une sanction, on va supprimer une niche fiscale, on va rajouter une taxe sur les logements vacants, etc. Est-ce que c'est vraiment une vraie politique de logement que de faire ça? C'est pour ça que je parle d'objectifs, de volumétrie, de vision peut-être, y compris sur le parc qui vieillit, puisque malheureusement, en même temps, il y a les travaux à faire. Et puis, une population qui vieillit ou qui se recompose, hein, les familles monoparentales, les retraités, l'adaptation au vieillissement de la population, etc. Enfin, je ne vous fais pas l'article, vous connaissez ça aussi bien que moi. Donc, il y a des évolutions dans tous les domaines. Sur le logement, qu'est-ce qui manque? C'est le logement intermédiaire. Ce que j'appelle le logement intermédiaire, c'est le logement pour les salariés, c'est le logement pour les professions essentielles. On en a beaucoup parlé pendant le Covid. On a dit que c'était important pour eux. Il faut vraiment faire quelque chose sur le logement intermédiaire. D'abord, il faut peut-être qu'on se mette d'accord sur la définition du logement intermédiaire. Il y a eu une fiscalité différente, c'est l'histoire, je ne critique pas. Le logement intermédiaire versus institutionnel, le logement intermédiaire versus propriétaire privé. Il faut vraiment regarder ça. Il faut vraiment regarder ça et puis faire confiance, je pense, à l'épargnant. Donc, regarder la fiscalité, les avantages et l'épargnant et orienter les épargnants vers du logement intermédiaire. C'est en fait pour loger la plupart des salariés dans nos bassins d'emploi. Alors après, dans les schémas directeurs régionaux, il y a des objectifs. On dit 8000 logements intermédiaires, par exemple, en Île-de-France pour combler tant de logements. Ça, moi, je ne sais pas répondre. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on a un observatoire qui est un observatoire réel et sérieux. La personne qui devait être là s'excuse, c'est Pierre Otus qui représente l'Observatoire Clameur. Les adhérents d'UNIS, les adhérents de la FNAIM, les grands bailleurs, les grands professionnels de l'immobilier donnent leurs données. Et donc, sur la base de beaux signés, on est capable de faire une observation à un instant donné des beaux signés, donc de connaître la réalité du marché, éventuellement la typologie de l'appartement, éventuellement, sans rentrer dans le détail des revenus de la personne, on sait quand même si elle est active, pas active,
pour rejoindre un peu les chiffres qui étaient donnés par Loïc. Donc on est capable quand même peut-être sur un instant donné de faire des projections parce qu'on a un observatoire fin de la réalité des baux signés aujourd'hui sur les loyers. Bon, sur les charges aussi on pourrait, mais aujourd'hui on est très orienté sur l'observation des loyers privés. Et donc, on est capable de dire, d'abord, on est capable de dire sur les évolutions du prix, donc sur l'encadrement, ça peut quand même quelquefois servir, et non pas se préoccuper des annonces, puisque les annonces, ce sont des intentions de louer, les baux, ce sont des réalités de louer. Et donc, ensuite, on sait le statut la situation de l'occupant, la situation du bailleur aussi. On a un certain nombre de renseignements, et peut-être qu'à travers ces données fines, peut-être que c'est ce qui nous manque aujourd'hui, peut-être que c'est ce qui manque au gouvernement, peut-être que c'est ce qui nous manque aussi au niveau des professionnels, mais au niveau de l'Observatoire des loyers, on a des références. Et donc, avec ça, en faisant des projections démographiques, en faisant aussi des projections sur ce qui reste comme foncier, sur une politique activité et habitat, ben on peut peut-être faire des prévisions. Voilà. C'est tout ce que je peux dire. En tout cas, c'est important. Je pense que les datas sont importantes parce que ça nous permet aussi d'avoir une réalité de ce qui se passe vraiment, parce que sinon on peut faire des hypothèses, et puis ensuite de se projeter dans l'avenir. Alors pour répondre à vos deux questions, Monsieur le Président, sur notamment l'évaluation des besoins à construire entre l'évaluation USH versus évaluation État, qui est du simple au double, on peut que s'interroger. Je dirais que la vérité, elle est peut-être entre les deux. Mais il est vrai que moi, je défends la position que nous allons avoir besoin de moins en moins de logements. Pourquoi ? C'est vrai qu'on a longtemps assisté à une équation très simple de dire il faut 500 000 logements en France. Et d'ailleurs, à quel moment avons-nous atteint cet objectif ? Jamais, sauf dans les années 75-80. Jamais, et le plus gros seuil a été atteint lorsque Jean-Louis Borloo était ministre du Logement, et on avait dû atteindre 470 000, et tout l'effort qu'il avait déployé pour atteindre cet objectif, et on ne l'a vécu qu'une année. Pourquoi avons-nous besoin de construire ? Parce que la France, notamment, et contrairement à un pays comme l'Allemagne, est soumis à, jusque-là, était soumis à un solde naturel largement positif, un excédent sur des naissances et des décès, un solde migratoire qui contribuait à ce que finalement on avait 350 000 habitants de plus par année. Et 350 000 habitants, par le doublement de la taille des ménages, la diminution des ménages, faisait en sorte qu'on avait besoin autant de logements que de ménages. Hein, c'est l'unité de consommation, mais autant d'habitants que de logements. Et finalement, on a répondu à un rythme de 350 400 000 logements réguliers, mais plutôt autour de 350 000, mais ça avec toute l'adaptation du bâtiment en fonction des évolutions et des variations. Et aujourd'hui, que se passe-t-il ? Notre excédent des naturels, il était principalement dicté par une taux de natalité forte. On l'a connu, passant de 2,40 à 2,20, à 2,15, à 2,10. Aujourd'hui, de mémoire, il est descendu à 1,70. Donc on a une baisse de la natalité chez de nombreux Français, plus importante chez d'autres, mais on a une baisse de natalité moyenne et globale. Cette baisse de natalité, bien évidemment, va largement impacter les besoins en logement. Et d'ailleurs, notre solde migratoire va peut-être devenir le solde positif à alimenter la demande de logement. Solde migratoire qu'on évalue entre 100 et 150 000 logements par 150 000 habitants nécessaires à assurer la main-d'œuvre que nous avons nécessaire pour avoir l'équilibre de notre économie. Donc, l'équation n'est pas simple, mais simplement, je dirais, il faudra aller même au-delà. Parce qu'aujourd'hui, on n'est plus sur une équation mathématique. Quand on regarde les comptes de la nation et les comptes du logement, on a autant de logements que d'habitants, que de ménages. Donc, ce qui veut dire que, et même on a toujours un excédent de 50 à 60 000 logements par rapport aux ménages, sans compter les logements vacants. Donc, mathématiquement, on est dans le bon. Mais néanmoins, ils sont mal répartis géographiquement. La vraie question, c'est où on va les répartir demain. D'où mes propos tout à l'heure sur l'inversion, effectivement, des actifs et des inactifs, parce que le positionnement des demandeurs de logement sera certainement pas dans les villes comme hier, mais peut-être ailleurs. Et c'est là peut-être qu'il faut penser, et notamment avoir des vraies projections, à la fois tenant compte de ces évolutions démographiques, et notamment de cette inversion dans la composition des actifs et inactifs par territoire. On ne peut plus travailler sur une politique du logement comme on l'a fait hier, je dirais, et d'ailleurs de façon empirique, sans avoir un véritable guide méthodologique pour parvenir aux objectifs à satisfaire.
Ça, c'est la question. Donc les besoins, voilà, ils devraient être affinés, mais en fonction des évolutions de notre société. Et je dis encore que l'évolution, ce retournement démographique, il est subi, il est comme l'oiseau des taux d'intérêt, mais là, c'est une baisse de la natalité que l'on identifie depuis 2 ans à 3 ans. Et d'ailleurs, dans des territoires, il y a plus de retraités que d'actifs, et on commence à avoir un excédent des décès qui deviennent supérieurs aux naissances dans certains territoires. Donc c'est une question qu'il faut prendre en compte, et comment on va vivre demain. Et d'ailleurs, l'ensemble du patrimoine, je peux vous dire, il faudra se poser aussi la question de la transformation d'une partie du patrimoine qui va être exposée à une revente dont certaines populations ne pourront plus acheter comme nos parents, nos grands-parents auront pu le faire, avec des fortunes qui disparaîtront. Donc ce sont des questions, je mets ça sur la table de façon libre. Maintenant, sur le marché, est-ce qu'il peut s'autoréguler ? Ma réponse, on ne peut pas imaginer un marché s'autoréguler quand il était soumis à une régulation forcée. Je dirais un marché qui, livré à lui-même, qui est dans les excès, le principe d'une crise en économie, c'est quand on a une crise économique, c'est finalement la crise est là pour corriger les excès du passé. Mais cette crise et les excès sont naturels. Naturels parce qu'il y a un excès de production, la demande vient sanctionner cet excès de production, on régule les prix, et voilà, c'est naturel. Aujourd'hui, l'hausse d'intérêt, finalement, s'oppose naturellement à la formation du prix et vient réduire le prix. Mais maintenant, le marché, il va mettre du temps. Le cycle du logement est un cycle long. Ce n'est pas un cycle financier, ce n'est pas un cycle boursier. Il n'y a pas d'immédiateté comme on le connaît sur un marché boursier. Quand on a une annonce politique sur un secteur, immédiatement les marchés boursiers s'enrhument. En matière de logement, c'est un marché qui dispose d'une inertie qui est telle que la crise et la régulation, elle va être longue. Mais le marché va s'autoréguler. Mais il va s'autoréguler sur une longue période. La crise de 1992 nous enseigne que le temps de réajustement et d'adaptation des prix et permettant de repartir sur une croissance en volume a été de minimum de 4 années. Voilà. Je ne tiendrai pas ces propos devant un autre auditoire que celui-là, mais il faut le savoir que le temps de réadaptation et de réajustement va être très long. D'où la nécessité, notamment parce qu'un marché ne pourra pas se réguler lui-même, d'avoir un interventionnisme sur des points ponctuels, avoir des actions curatives, parce que s'il n'y a pas d'action curative, le marché tel qu'il est va se dégrader, et très, 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 très vite. La réponse... Sur le parcours résidentiel, avant on avait des parcours classiques, aujourd'hui on n'a plus de parcours classiques, c'est-à-dire qu'il y a des femmes seules, il y a de la décohabitation, tout ça, il faut quand même regarder ça. Il y a aussi du télétravail, enfin, il y a quand même le comportement du travail et la charnière entre le logement et le travail est compliqué. Donc je ne dirais pas, bien sûr, il y a moins de natalité aujourd'hui, mais il y a quand même des gens qui habitent des logements seuls. Voilà. Donc tout ça, il faut quand même regarder. Puis il y a des gens qui vieillissent, et encore plus d'ici 2030 et d'ici 2050. Donc il y aura l'adaptation, évidemment, au vieillissement. Et donc ça, c'est des sujets où il y a une forme d'imprévision. Donc il faut faire des projections, il faut faire des scénarios, peut-être des scénarii. Voilà. Mais on ne peut plus avoir... il y a une volatilité maintenant du parcours résidentiel. Et donc c'est compliqué, effectivement, à pouvoir chiffrer. À mon avis, on ne peut faire que des scénarii et peut-être en fonction de bassins, d'emploi ou pas, ou en fonction de zones géographiques. Par rapport à ce que vous dites, pour avoir été vice-président d'agglomération en charge de l'attractivité, bon nombre de bureaux d'études élaborent des études auprès de ces EPCI pour justement les aider à se projeter dans l'aide à la décision. Et donc, effectivement, une multitude d'études existent déjà. Et on a tous été à l'école avec la pyramide des âges. Et donc, on la connaît tous depuis 50 ans, mais évidemment, elle n'a pas forcément été connue de tous dans la politique en matière de logement, qui font qu'aujourd'hui, on va se heurter à un mur qui arrive vite et puis qui a déjà débuté, et qui fait que, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a un problème d'adéquation des logements par rapport aux besoins. Et comme vous le dites, nous avons, si l'on regarde statistiquement, on a le nombre de logements par rapport au nombre d'habitants, mais pas au bon endroit et pas
adapté en fonction du besoin. Et c'est effectivement un travail qui est devenu, tout le monde en parle, mais maintenant il va nous falloir agir pour éviter la bombe sociale. Et pour cela, il faut des leviers. Mais peut-être des leviers que, vous l'avez dit, il y a eu des choses qui étaient peut-être bien dans le passé. Mais il y a un moment où quand on est face à la crise, il nous faut faire preuve quelque part à la fois d'innovation, mais aussi de solidarité. Et lorsqu'il y a un plan de rénovation thermique important et qu'on sait que derrière on se heurtera à des difficultés pour certains propriétaires bailleurs de pouvoir exécuter les travaux, que pensez-vous de pouvoir justement ces travaux soient pris en charge sur, pourquoi pas, la Banque des Territoires avec l'épargne qui est présent et qui permettrait à nos propriétaires bailleurs de pouvoir, on va dire, se faire avancer les travaux que la Banque des Territoires récupérait au moment de la vente. Mais également aussi, on a parlé du ZAN qui va effectivement tendre ou en tout cas peut-être accélérer le prix de l'immobilier. Pourquoi en fait ces plus-values, quelque part, ne seraient pas adaptées à celles et ceux qui en ont la responsabilité d'un point de vue logement, EPCI ou Région Bretagne, et que ça devienne une manne financière avec ces 250 000 hectares qu'on annonce en matière d'artificialisation, pour que vraiment la politique du logement ne soit plus quelque part du saupoudrage, mais une intention de se dire nous avons aujourd'hui des mannes financières, et plutôt qu'elles se dirigent vers le particulier, qu'elle s'oriente vers l'intérêt général, qui est avant tout de pouvoir loger sa population selon sa génération et selon ses moyens. Est-ce que c'est des choses qui vous parlent? Cette manne financière, je ne comprends pas. Oui. Bah, moi, je fais un calcul. Vous avez peur de donner de l'argent aux propriétaires privés qui veulent rénover? Je n'ai pas compris. Non, je vais peut-être... Oui, allez-y. Parce que sur la banque de rénovation, on est pour. Hein. Imaginez 250 000 hectares qui, aujourd'hui, sont à peu près, selon d'un territoire neutre, 5 000 € de l'hectare quand on est en zone agricole, qui ensuite passe à, selon les territoires, de 100 à 500 € du mètre carré. Aujourd'hui, finalement, personne n'en voit la couleur que celui qui le vend. Moi, je sais pas, monsieur le rapporteur, je pense que, vous savez, moi, j'ai peut-être pas du tout la même vision que vous en matière. J'ai vu une tentative de verser la règle des plus-values sur le foncier à bâtir. Moi, je suis dans une ville qui est pourtant une grande agglomération. Les terrains à bâtir, on les cherche. Il n'y en a pas. Donc, c'est la conséquence de l'absence d'ouverture à l'urbanisation des 15 dernières années. Il n'y a pas de terrain à bâtir. Les seuls terrains à bâtir aujourd'hui, la ville se reconstruit sur elle-même, c'est par des faits de démolition, sur des friches et notamment sur de l'habitat de maisons individuelles. Une maison individuelle aujourd'hui, elle vaut plus cher quand elle est démolie que quand elle est debout. Par notamment la rate foncière qui est assise sur ce foncier, sur ce terrain, au travers de droits à construire qui sont permis. C'est ça la réalité. Mais il n'y a pas de terrain à bâtir disponible. Donc il n'y a pas de rente foncière. Aujourd'hui, ça a existé, mais ça c'est une vision, excusez-moi, du passé. Alors peut-être dans certaines exceptions, où il y a eu des maires bâtisseurs qui ont ouvert des espaces et des hectares à la constructibilité, mais ce n'est pas le cas des grandes agglomérations françaises. Donc aujourd'hui, ce n'est pas une manne financière. Ce n'est pas une manne financière. Alors que vous ayez un regard en disant, finalement, il faut accompagner les Français dans l'accession de la construction. Oui. Il faut des espaces. Oui. Il faut les maîtriser. Oui. Bien évidemment, un propriétaire qui va se trouver avec une autorisation d'urbanisation en rendant un espace constructible se retrouve finalement doté d'une rente à laquelle il n'a pas contribué et qui n'est la contrepartie finalement de l'évolution du droit de l'urbanisme sur son sol. Là, bien évidemment, qu'un propriétaire qui n'a rien, il se contentera de mieux, sinon il n'aura rien. Donc voilà, c'est ça aussi la règle. Et je pense que la rareté du foncier a été notamment, et elle est le levier de l'augmentation de la charge foncière dans les bilans de promotion. Moi, j'ai fait un comparatif sur ma ville. En 15 ans, le foncier a augmenté de 1200%. La charge foncière dans un bilan de promotion immobilière. Voilà, c'est ça la réalité. Donc déjà, si on veut s'attaquer au prix du neuf et rendre le logement moins cher, on peut jouer sur une maîtrise foncière notamment,
d'ouverture à l'urbanisation, une négociation avec le propriétaire, notamment sur un partage de la valeur, un partage de valeur. Chose qu'on n'a jamais introduit et qui pourrait être tout à fait possible, et là de façon à répondre, je dirais, à l'intérêt général. Je ne réponds pas forcément à la question, mais en tout cas, sur les nouvelles formes d'habitat, je pense qu'il faut les encourager. Vous avez des questions, vous avez posé sur les personnes âgées, l'intergénérationnel. Je pense par exemple aux exemples de Maison de Marianne. Enfin, il y a plein de choses qui fonctionnent contre la lutte contre l'isolement. Je pense que c'est important. Ou l'habitat participatif, vous n'avez pas forcément parlé de ça, mais il faut trouver des financements là-dessus. Enfin, il faut encourager ces innovations, qui sont des innovations qui sont importantes pour le bien vivre ensemble. On y croit beaucoup parce que ça manque des fois aujourd'hui. Après, sur la question que vous posez, c'était peut-être finalement, on bénéficie, il y a une terre vide, et puis après, il y a de l'aménagement, et puis après, il y a, si possible, un transport, un métro au pied de... Et donc, du coup, il va y avoir effectivement une meilleure valeur du bien après. Mais bon, pendant ce temps-là, il y a quand même des impôts qui ont été payés. Pendant ce temps-là, quand il y a la revente, il y a quand même la notion de plus-value qui sont taxées. Et puis, vous avez aussi la politique des établissements publics fonciers qui sont là aussi pour réguler le prix du foncier aussi. Donc, effectivement, je comprends l'inquiétude là-dessus. Mais sur ce qui concerne la rénovation, vous avez commencé par ça, mais je n'ai peut-être pas bien compris la question. Oui, il faut pousser le financement de la rénovation. Il faut aider les plus modestes. Il faut pour le reste à charge, il faut absolument qu'il y ait un financement. La difficulté, c'est que au lieu d'imaginer que l'habitat collectif c'était un tout et que c'est un acteur économique, l'habitat collectif, on a fait des règles pour l'habitat individuel à travers le DPE individuel et puis les obligations qui en découlent. Puis dans l'habitat collectif, quand il est en copro, on a fait d'autres règles avec un autre calendrier. Donc tout ça se percute. Et donc, nous, on a fait un certain nombre de propositions. Quand je dis nous, il y a la FNAIM aussi dessus, mais sur la priorité, finalement, du DPE bâtiment par rapport à l'individuel, c'est important que les travaux se fassent. On n'est pas spécialement pour une obligation de travaux, sauf peut-être quand on vend. À ce moment-là, oui, peut-être. Mais l'obligation de travaux, ça va faire il faudra qu'on les fasse. Et il faudra trouver des financements pour tout. Donc, l'assiette sera encore plus large. Donc l'incitation plutôt pour, mais trouver des moyens de financement. Et la banque de rénovation, qu'on appelle tous de nos voeux, quelque chose de très important, mais avec une solidarité. Et quand on est une collectivité, une collectivité d'habitants qui représente un habitat collectif, eh bien, il faut une solidarité. Or, on a tout fait pour désolidariser. Parce qu'on dit, ben voilà, tu as un DPE, tout va bien, l'autre DPE, pourquoi pas. On n'a pas relié la notion de propriété de partie privative avec la notion de propriété de partie commune, alors qu'en réalité, dans les contrats, c'est ce qui est expliqué. Et donc, du coup, il faut redonner cette solidarité et prioriser tout ce qui est travaux de rénovation collectifs. Et donc, il faut que le DPE bâtiment soit supérieur au bâtiment individuel, etc. Enfin, on a plein. Il faut que le vote soit possible, il faut que les commandes groupées soient possibles. Enfin, on a tout un article sur le sujet pour l'encourager. Et donc, la banque de rénovation serait très importante pour trouver des prêts collectifs à cet habitat collectif et non pas à l'individu pris séparément dans cet habitat collectif. C'est une des solutions pour pouvoir faire ces travaux. Merci à vous. Pardon. Je vais vous retenir encore quelques minutes parce qu'en plus à chacune des interventions il y avait quasiment une accroche possible pour pouvoir relancer, mais j'ai 2-3 questions à vous poser quand même. Alors juste une remarque quand même, c'est que quand on ne fait pas les travaux, c'est qu'on les fait payer à quelqu'un. Quand il n'y a pas de travaux énergétiques, c'est qu'on fait payer au locataire une dépense énergétique supérieure. Et si jamais il a droit à des aides, ça veut dire qu'on fait payer, c'est qu'on socialise l'ensemble de la dépense auprès de tout le monde. Donc il y a forcément une équipe à trouver par rapport à ça. Mais je voudrais revenir, parce qu'à chaque fois vous avez pris une accroche qui me plaisait bien, que ce soit sur le foncier, sur les logements intermédiaires ou sur les logements essentiels. La réalité est un peu moins favorable que de dire que quand on ouvre à l'urbanisme, on a une rente qui arrive à hauteur de la possibilité de construire, parce que la plupart du temps, quand un promoteur, quand un porteur de projet arrive sur le terrain en disant j'ai droit à R+4 et j'ai droit à telle surface de chaude, le maire va lui dire
En fait, si vous mettiez la moitié, ce serait mieux. Et ça, c'est quand même un vrai sujet. Alors, vous inquiétez pas, je suis sûr que vous allez vouloir continuer à réagir, donc je vais juste terminer. La réalité, c'est que, surtout dans les élections municipales de 2020, on a vu qu'il y avait quand même, alors peut-être conséquence de la crise sanitaire, parce qu'il y a aussi d'autres phénomènes qui sont opérés, mais on a eu quand même des programmes qui ont été un peu sur le thème « pas un voisin de plus ». Et qu'on a aujourd'hui une forme de réticence à la construction, et il y a la densification qui est forte dans beaucoup de communes. Derrière, ça veut dire qu'il faut peut-être réinventer une histoire par rapport à ça, dire qu'en effet, et là j'en viens à la spécialisation des logements et au fait qu'on a besoin de logements pour la décohabitation, pour le vieillissement, et faire en sorte que grand-mère n'ait pas eu à monter ces 2 étages, et en effet c'est nécessaire, et pour les emplois clés, parce que en effet quand la caissière ne peut pas ouvrir le matin la supérette, c'est pas pratique pour faire ses courses, il y a tout ça qui intervient là-dedans. Mais est-ce qu'il n'y a pas là-dessus en effet un discours à reconstruire avec les collectivités locales et avec les élus, pour parler clair, pour que quand on a un PLU qui permet telle ou telle densité, il soit effectivement respecté, que quand on a des besoins en logement qui s'expriment, on puisse aussi les objectiver de façon à ce qu'on ait, un acte de construire qui soit ressenti positivement par les gens qui habitent déjà là. Est-ce que c'est pas ça aussi un des enjeux? Et puis j'aurais une deuxième question, et après je sens que le temps est compté pour les uns et pour les autres. Le logement digne, c'est aussi un logement dans lequel, en effet, qui correspond à une situation à un temps donné. Et la réalité de notre situation, vous avez cité le télétravail, mais on pourrait citer les jeunes actifs qui, aujourd'hui, de plus en plus vont avoir à changer de travail quelques fois avant de se stabiliser. Ça veut dire aussi parfois changer de logement, ou quand on ne peut pas changer de logement, on est dans un renoncement au travail. Est-ce que, puisqu'on est à savoir comment faire le logement en ligne, comment accompagner ce besoin de mobilité qui n'est pas forcément très simple à gérer, avec un besoin de rentabilité sinon assuré, de revenus à peu près assurés pour quelqu'un qui investit, et qui n'est encore moins ça pour quelqu'un qui est propriétaire occupant et qui va devoir à un moment donné dire comment je fais pour changer, je dirais tous les 3 ans, ou je ne sais pas quelle temporalité. Donc voilà les deux questions que je voulais vous poser. Sur la première question, j'ai bien compris le maire qui viendrait à réduire les possibilités de construction. Bon, moi, j'ai toujours appris, et on apprend encore dans l'université, dans la faculté de droit, que l'urbanisme est un urbanisme réglementaire. Or, les tendances et les pratiques ont fait en sorte que l'urbanisme devienne un urbanisme négocié. Ce n'est pas les promoteurs ou les acteurs de la promotion qui n'ont pas envie de construire plus et de densifier plus. C'est parce qu'on leur empêche de le faire. Finalement, l'urbanisme réglementaire nous permet d'avoir des droits à construire. Je ne suis pas promoteur, moi, mais en termes, je dirais, d'instruction, l'instruction doit se faire. La véritable problématique, c'est que le promoteur, face à une situation comme ça, il pourrait très bien faire un recours, notamment à l'encontre de la ville, pour excès de pouvoir, ce qui est possible devant le tribunal administratif. Mais le promoteur qui fait ça, il n'a plus qu'à prendre sa valise et à retourner et aller travailler ailleurs. Donc la réalité, elle est là. Donc je crois qu'il faut un juge de paix sur le respect des droits, et notamment du pétitionnaire, celui qui dépose un permis de construire, pour pouvoir notamment lui permettre de réaliser un objectif de construction conformément à la norme, et ne pas que ces droits à construire soient bafoués uniquement par une vision politique ou protectrice de sa vision politique future. Bon, voilà, je suis un peu brutal, mais c'est la réalité. Donc, voilà, c'est peut-être, on a réformé avec la loi Elan le droit d'urbanisme sur les recours, on a recours beaucoup de choses, mais aujourd'hui, être maire bâtisseur, c'est exposer à une sanction. Donc voilà, donc c'est ça la réalité du monde, alors qu'on a besoin de logement. Donc c'est un vrai sujet pendant. Est-ce que le permis de construire est au bon échelon? Est-ce que le permis de construire est au bon échelon? Je ne fais pas de politique, je pose la question, parce qu'effectivement, on voit bien ces difficultés que vous avez. Or, il y a des documents d'urbanisme qui existent, qui demandent du temps à être rédigés, qui demandent du temps à être partagés, qui demandent du temps à être validés. À un moment donné, on ne les exécute pas, donc c'est compliqué quand même. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour avoir été responsable d'un pôle des permis de construire, même si c'est le maire qui signe en bas, c'est les services instructeurs, hormis les grandes villes qui disposent de leurs services instructeurs, sont instruits auparavant par l'État
et désormais depuis 2015 par les EPCI. Après, c'est surtout de la réflexion de se dire, parce que les documents d'urbanisme, ils sont composés avec des hauteurs maximales et ou des règles par rapport aux tiers en matière de distance. Et c'est vrai, est-ce qu'il n'y a pas à penser aux hauteurs minimales? Mm. Oui, le code civil, effectivement. Mm. À vous.